Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement. On va parler aujourd'hui d'inflation, de taux d'usure, de rendement et d'hôtellerie. C'est Parlons Placement, 40 minutes de direct. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver après cette pause estivale, même si en effet tout le monde a repris son activité depuis quelques semaines maintenant. Mais c'est la première fois qu'on fait un point et depuis qu'on s'est quitté, vous avez appelé cette partie de l'émission choc d'inflation. On est vraiment dans ce choc et on le voit visuellement avec le graphique que vous allez nous présenter et commenter. Effectivement, cet été, on a connu des épisodes de canicule en France. Eh bien, l'inflation est sur des niveaux stratosphériques. On voit que l'économie est en surchauffe et ça se traduit par des prix qui sont en forte hausse. Vous le voyez sur ce graphique, c'est l'évolution. 6,1% voilà. Août 2022, c'est en France. C'est le dernier chiffre connu, donc c'est sur le mois d'août 2022. Vous voyez qu'il est au plus haut de loin depuis les 25 dernières années, et on pourrait remonter encore plus loin depuis 40 ans. On avait connu un pic en 2008 au moment de la crise des subprimes, et ça n'a pas duré longtemps, et on n'est pas monté aussi haut, on avait atteint les 4%, et ensuite l'inflation était retombée très rapidement. Là, le sujet, c'est que justement, elle n'est pas en train de retomber rapidement. Cet été, on a pensé à un moment donné que la hausse de l'inflation provoquerait une baisse du pouvoir d'achat et que cette baisse du pouvoir d'achat provoquerait un ralentissement économique qui finirait par avoir une répercussion sur l'inflation, qui finirait par autoréguler l'inflation. Alors on continue à croire ça, mais peut-être dans un temps un peu plus long. Alors je crois qu'on le croit moins, en fait. Ce que nous disent maintenant les banquiers centraux, la Fed en premier lieu, Jérôme Powell nous dit, dorénavant, en fait, je vais tout faire pour ralentir l'économie. C'est par ma politique monétaire que l'économie va ralentir et que l'inflation va finir par rebaisser. Elle ne rebaissera pas toute seule. D'accord. Donc ce que vous dites, c'est qu'il ne suffit pas de prendre un peu de pouvoir d'achat pour que la température rebaisse. Il va falloir aussi prendre des emplois, créer plus de chômage. Enfin, c'est ce que dit Jérôme Powell. En creux, c'est ce qu'il dit, effectivement. Il nous souhaite des temps plus difficiles. Chers amis, je ne vous souhaite pas une bonne année. Bon. Comment est-ce que ça impacte les marchés financiers, les actions ? Alors, ça crée de la volatilité, ça crée une correction des marchés qui comprennent bien effectivement qu'on est en train de vivre un ralentissement économique et probablement qu'on va rentrer en récession aux États-Unis et en Europe. Pour vous donner, en fait, pour vous illustrer un petit peu ce mécanisme, la hausse des taux provoquée par la Fed a un impact sur les crédits immobiliers. Aux États-Unis, il y a un an, on empruntait à 30 ans à 2,85. Aujourd'hui, on emprunte à 6% aux États-Unis pour acheter un appartement. Et c'est peut-être pas fini puisque la Fed continue de remonter ses taux d'intérêt. Cette semaine encore 0,75%. Voilà, ça c'est pour les taux courts. Après, quel impact sur les taux longs ? Les taux longs anticipent déjà beaucoup la hausse des taux courts. Donc si Jérôme Powell est obligé d'augmenter plus que ce que les marchés anticipent, alors ça aura un impact sur les taux longs. Et donc, ça a un impact sur les crédits immobiliers, encore plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-que ça va avoir un impact sur l'inflation rapidement ou est-ce qu'on va se stabiliser à un haut niveau ou ça va continuer à monter ? Alors, probablement, en fait, le sujet, c'est pas tellement que ça continuerait à monter. En tout cas, aux États-Unis. En France, c'est un peu différent compte tenu des différents mécanismes qu'on a mis en place. Aux États-Unis, la question est de savoir à quelle vitesse ça va ralentir. Elle est déjà en train de ralentir un petit peu, mais elle ralentit pas assez vite. Elle est sur un niveau très élevé, au-dessus de 8,5%. On est en dessous du pic d'inflation qu'on a connu cet été, mais ce n'est pas assez rapide en fait. Pour que ça revienne sur les niveaux de 2%, qui est l'objectif des banques centrales, il faut aller plus vite. Et donc c'est là que la politique monétaire intervient et qu'elle est beaucoup plus restrictive qu'elle ne l'était par le passé. Et on accélère en fait cette restriction par rapport à ce qu'on anticipait. Et c'est ça qui fait baisser les marchés. Donc en clair, le diable est sorti de sa boîte. Il va falloir intervenir massivement via les banques centrales en remontant les taux. Ça va entraîner une récession. Et donc je reviens sur ma question, les conséquences pour les marchés financiers. Les conséquences, c'est que les marchés corrigent à la baisse. C'est tout ce qu'on vient de dire n'est pas une bonne nouvelle pour les marchés financiers. On aurait dû avoir un crack peut-être encore plus prononcé au vu de ce discours. On va rentrer en récession. De toute façon, on va même souhaiter entrer en récession.
Oui, alors d'abord, ça se fait en 2 temps. Par rapport au pic, on est déjà en baisse de 15-20% sur les différents indices. Probablement qu'on va encore baisser. Ils vont peut-être perdre encore 10-15% supplémentaires par rapport au niveau actuel. Mais c'est vrai que on ne va pas atteindre probablement les niveaux les pires qu'on ait connus pendant des crises comme la crise des subprimes, la crise des dettes souveraines ou plus récemment la crise du Covid. Alors pourquoi ? C'est la question que vous vouliez me poser. Oui, vous lisez dans mes pensées. Parce que on estime quand même que ce n'est pas une crise systémique, c'est plus une crise conjoncturelle qu'une crise systémique. Il n'y a pas de sujet de bulle comme il pouvait y avoir avec les subprimes ou avec les dettes souveraines de la zone euro en 2012, par exemple. Il y a des coussins qui n'existaient pas à ce moment-là. Les banques sont quand même regorgent de liquidités. Tous les acteurs économiques regorgent de liquidités. Les marges des entreprises sont sur des niveaux plus élevés avant la crise qu'elle n'était en 2008. Donc l'économie est quand même plus saine qu'elle ne l'était en 2008. Donc oui, il va y avoir une récession, mais on estime que la récession va être relativement modérée en ampleur et relativement courte par rapport aux crises qu'on a connues dans le passé. Alors souvent, certains évoquent un distinguo entre inflation liée à une demande trop forte ou à une offre trop basse. En effet, si récession il y a, si hausse des taux il y a, ça va agir sur la demande qui devrait ralentir. Mais les problèmes d'offres, les goulots d'étranglement, les circulations plus difficiles entre la Chine et ses clients, par exemple, les problèmes géopolitiques, ça, ils ne vont pas disparaître. Non, effectivement, vous avez raison, la Fed ne peut pas tout régler. Donc la Fed fait en sorte d'ajuster la demande par rapport à l'offre, mais il peut y avoir des sujets plus structurels, et ce n'est pas la Fed de les régler. On peut estimer quand même que sur la durée, ces problèmes vont pas être complètement réglés, mais vont s'améliorer, en fait, que la situation va s'améliorer. En Chine, par exemple, on peut espérer que d'ici 1 ou 2 ans, on espère le plus rapidement possible, les problèmes d'organisation et les problèmes industriels vont se résoudre. Mais ça peut prendre du temps, quand même. Une dernière question, Jonathan. En effet, c'est assez rare de vous voir orienté à la baisse sur les marchés, enfin annoncer une baisse. D'habitude, vous êtes plutôt optimiste et à raison. Passer l'approuver, mais qu'est-ce que vous recommandez à vos clients qui regardent cette émission? Qu'est-ce qu'il faut faire? On attend, on fait le dos rond, on sort, on short, on fait quoi? Alors d'abord, je reste optimiste dans le sens où, dans le marché actuel, on constate qu'il y a énormément d'opportunités. Et c'est ça qui est intéressant, il faut être mobile, il faut accepter en fait de réorienter une partie de son portefeuille, de ses placements. Par exemple, en ce moment, il y a des produits structurés qui apportent énormément de rendement avec un risque très mesuré, même parfois un capital complètement garanti par l'émetteur. Ça, c'est des niveaux qu'on n'avait pas avant. Pourquoi? Parce que les conditions taux élevés et volatilité plus élevée permettent de proposer des produits structurés vraiment intéressants. Bon, il ne faut pas attendre, il faut être actif, c'est ça votre recommandation? Complètement, oui. Merci Jonathan. On se retrouve le mois prochain pour continuer à commenter cette actualité financière. Avec plaisir. On enchaîne tout de suite avec une autre conséquence de la hausse des taux, c'est la difficulté qu'il y a à emprunter sur le marché immobilier. Et on a le plaisir également de retrouver Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. On va parler ensemble en effet de cette question du taux d'usure du crédit, car c'est un sujet qui, avec la hausse des taux des banques centrales, revient sur le devant de la scène. On rappelle peut-être ce que c'est le taux d'usure? En fait, c'est le taux maximum que la Banque de France indique pour l'ensemble des crédits sur le marché, le taux maximum auquel les banques peuvent prêter, sur le taux tout compris, si on peut dire le TAEG, y compris l'assurance notamment. Le coût global du crédit. Le coût global du crédit. Et pour chaque type de crédit, elle fixe un maximum qu'on ne peut pas dépasser. Et en fait, la formule aujourd'hui du taux d'usure est basée sur les taux de crédit pratiqués il y a plusieurs mois. Or, on est dans une phase de remontée rapide des taux. Et donc aujourd'hui, il y a un décalage entre le taux d'usure et le niveau de crédit qui sont pratiqués par les banques, assurance comprise. Et c'est pour ça que du coup, ça gêne
les emprunteurs banques, et les banques. Indirectement les emprunteurs, parce qu'ils se retrouvent coincés en se disant si je vous prête à ce taux-là, je rentre dans la catégorie du taux d'usure. Exactement. Et donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des très bons dossiers qui sont refusés, que ce soit pour emprunter pour faire l'achat de sa résidence principale ou même pour faire de l'investissement locatif. Et on a notamment les personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont plus de 40 ans. On peut prendre cette image-là. Les gens de plus de 40 ans, étant donné qu'ils ont une assurance qui coûte plus cher, même s'ils ont un bon dossier, ont plus de difficultés à accéder au crédit aujourd'hui. Et donc, on a compris, c'est une cible mouvante. Le taux d'usure, il remonte, mais il a un peu de retard. Actuellement, il est à combien ? Il est, alors selon les durées de crédit, entre 2,57 et 2,60. Alors, il devrait remonter sur à peu près 3%, d'après ce que la Banque de France a annoncé il y a quelques jours, au 1er octobre. Mais on aura toujours un retard. Le problème, c'est la méthode de calcul qui pose problème aujourd'hui. Et il y a un autre phénomène qui est assez important aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, même les banques dissuadent, avant même que les dossiers soient présentés en comité de crédit, dissuadent leurs clients de présenter un dossier, parce que donc il y a un premier filtre qui n'existait pas auparavant, qui est un filtre un peu psychologique du banquier. Et donc, il y a énormément, on pense qu'il y a près de 70% des gens qui ne vont pas en fait sur le marché du crédit aujourd'hui. Il y a un banquier qui aussi peut-être se dit, en période de remontée des taux, il ne faut pas que je prête trop vite parce que ça va me coûter de l'argent plus tard. C'est possible qu'il y ait des instructions dans ce sens-là, mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, ça pose un Alors, énorme problème. nous, justement, on s'intéresse aux solutions, c'est votre raison d'être. Comment est-ce qu'on peut faire pour se donner un peu d'oxygène ? C'est le thème de cette émission. L'idée, c'était de chercher des solutions qui permettent de continuer à bénéficier de ce qu'on appelle de l'effet de levier, sans passer par le guichet classique de la banque. Donc, on a effectivement détecté 3 solutions qui permettent de s'en passer. La première, alors ? La première solution, c'est, par exemple, les gens qui veulent investir en SCPI. On sait qu'on peut le faire à crédit. Il existe des solutions qu'on propose, non pas de crédit classique immobilier, mais d'un crédit à la consommation affecté à de l'immobilier. Et donc là, en fait, on sort du champ du taux d'usure classique. Et il est possible d'investir sur une quinzaine de SCPI différentes aujourd'hui, en tout cas ce qu'on propose, avec un crédit de ce type-là, un effort d'épargne qui est assez identique à ce qu'on aurait sur un crédit immobilier habituel. C'est-à-dire que crédit à la consommation affecté à l'immobilier ne signifie pas crédit à la consommation comme pour acheter un bien d'équipement, une télévision, une voiture. Ce ne sera pas des taux aussi élevés ? Alors, on est sur des taux un peu plus élevés que le taux du crédit habituel immobilier ou du taux de crédit qu'on pourrait en théorie retrouver, sauf qu'aujourd'hui on a difficilement accès à ce crédit-là, à ce taux-là. À combien on peut... On est autour de 3%, donc un peu plus élevé effectivement que les taux classiques, mais il faut avoir en tête que c'est une offre qui permet de ne pas avoir à changer de domiciliation bancaire, donc la banque gagne. Et quel genre d'enveloppe en général ? Alors, on est sur des enveloppes de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros. On a des hypothèses avec, on peut par exemple emprunter 50 000 euros, donc pour 50 000 euros d'achat de SCPI, avec un effort de 200 euros par mois, avec un taux compris entre 3,1 et 3,7% selon la durée. On est sur des durées max de 15 ans, mais on peut le faire également sur 5 ans. Donc entre 5 ans et 15 ans, une quinzaine de SCPI, quelques centaines d'euros d'efforts d'épargne par mois. On continue à pouvoir accéder au SCPI à crédit. Autre piste, utiliser une avance en assurance vie. Voilà, alors ça, c'est une autre astuce qu'on évoque assez régulièrement, mais je pense qu'aujourd'hui, elle prend complètement son sens. C'est-à-dire que quand on dispose d'un capital sur un contrat d'assurance vie, on a la possibilité de demander à sa compagnie d'assurance vie de réaliser un prêt. Donc, c'est une avance. Ça ne casse pas le contrat. Ça ne casse pas le contrat. Votre épargne continue à produire ses revenus, elle continue à être investie. La banque vous prête une somme qui va de 60 à 80% de la somme placée. Elle se garantit en fait avec votre épargne. 60%, c'est ce qu'on peut obtenir pour la partie UC généralement, et 80%, c'est ce qu'on peut obtenir comme avance pour la partie fonds euros ou les SCI en assurance vie qu'on connaît bien chez Bien.fr et Primaniance. Et donc, on a fait une petite hypothèse. Quelqu'un qui a 500 000 euros d'épargne avec 60% en fonds en euros et 40% en unité de compte peut obtenir une avance de 360 000 euros. Une avance, normalement, la durée, c'est 3 ans maximum, mais on peut la renouveler une fois, généralement. Donc, on peut obtenir un prêt de 6 ans. Et je dirais que ça peut être une solution d'attente, en fait, en attendant que la formule du taux d'usure devienne plus normale, se stabilise. Et si on a une opportunité à saisir pour faire un investissement, par exemple, ça permet de faire une forme de crédit relais. On se prête à soi-même, en quelque sorte.
quelque sorte, on est son Exactement. propre banquier. Alors, troisième piste que vous évoquez, que vous souhaitez évoquer, l'investissement avec effet de levier intégré. Ouais, là, l'idée, c'est en fait de parler des produits packagés. Hein. On parle souvent, d'ailleurs, on va en parler dans cette émission, des produits de private equity. Donc, par exemple, dans le private equity immobilier, c'est-à-dire que tout ce qui est investissement non coté, il existe aujourd'hui, vous le savez bien, pour ceux qui suivent l'émission, des fonds qui sont packagés. On peut investir sur des opérations, par exemple, de marchand de biens. On va investir sur des immeubles en restructuration. Et là, souvent, les sociétés de gestion proposent d'aller elles-mêmes chercher de la dette dans leurs produits. Elles vont faire la démarche d'aller en fait auprès des organismes de financement et monter un produit dans lequel l'effet de levier sera intégré. On est sur des montants de l'ordre de 50 à 60% de dette en face. Donc, je mets 1 euro, j'obtiens 50 à 60% d'investissement supplémentaire qui va être mobilisé dans cette épargne-là, dans ce placement-là. Ça permet également d'aller chercher donc, du rendement supplémentaire. Et là, c'est la société de gestion qui joue le rôle qui va s'occuper d'aller monter ce crédit auprès des organismes financiers. On voit bien donc il faut être créatif. Il y a des solutions qui existent pour desserrer ces contraintes d'emprunt et profiter de l'immobilier. Alors ça suppose en sous-jacent que l'immobilier va continuer à bien se porter aussi à terme. Ça, c'est aussi ce que vous anticipez, que ça va résister finalement à d'éventuels chocs économiques ou récessifs. On est persuadé que c'est en tout cas dans un contexte d'inflation une des meilleures classes d'actifs qui permettent d'absorber ce choc-là. Il peut y avoir des questions qui se poseront sur les valorisations, mais en tout cas, pour l'instant, on voit que c'est plutôt l'indexation des loyers qui joue à plein et qui permet, même s'il y a une limitation en France sur le résidentiel, où le gouvernement a capé à 3,5% le maximum d'inflation qu'on peut transmettre aujourd'hui, en tout cas temporairement, sur les loyers. C'est une classe d'actifs qu'il faut utiliser avec parcimonie, comme toutes les autres classes d'actifs. Il faut continuer à diversifier. À travers les SCPI, on peut se positionner sur différents biens immobiliers de façon ultra diversifiée. Donc oui, on reste positif sur cette classe d'actifs, qui est la meilleure classe d'actifs qui permet en tout cas aujourd'hui de traverser une période d'inflation de façon sereine. Merci Vincent de nous avoir présenté ces 3 astuces patrimoniales pour contourner en effet le taux d'usure du crédit. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau bon plan. On va tout de suite s'intéresser maintenant au rendement. C'est aussi une classe d'actifs qu'il ne faut pas négliger par les temps qui courent. Alors, comment trouver des rendements dans les marchés et dans le contexte qui est celui que l'on connaît actuellement? Ariane, bonjour. Bonjour. Vous êtes chez Entrepreneur Invest, une maison qu'on présente encore? Eh oui. Alors, en quelques mots, Entrepreneur Invest. Alors, Entrepreneur Invest, en quelques mots, c'est une société de gestion qui a été créée en 2000, donc on a 22 ans, par des entrepreneurs qui avaient à cœur d'investir dans le non-coté. On est spécialisé dans l'accompagnement des PME françaises et avec un biais très tourné sur les obligations. Donc, on n'est pas dans ce qu'on appelle le capital risque. On est plutôt à sélectionner des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont matures, rentables, mais qui veulent aller plus loin, plus vite et qu'on accompagne donc le plus souvent en obligations. Donc, en effet, des entreprises qui empruntent via des obligations. On est sur le marché de la dette. Quel est l'intérêt pour celui qui prête? Alors pour celui qui prête, l'intérêt il est un petit peu évident, c'est que alors vous avez déjà une visibilité sur la performance attendue puisque vous êtes dans une logique contractuelle. Vous savez combien vous attendez de revenus et à quelle date vous allez récupérer votre nominal. Donc c'est beaucoup plus visible qu'un investissement en tant qu'actionnaire. Vous êtes en plus mieux protégé d'un point de vue réglementaire en tant que prêteur qu'en tant qu'actionnaire. Après, pourquoi prêter finalement une société non cotée par rapport à une société cotée? Tout simplement parce que vous avez ce qu'on appelle la prime d'illiquidité, c'est-à-dire qu'à risque estimé égal de remboursement, vous allez toucher plus sur une société qui passe en direct que sur une société qui est cotée en bourse.
En général, les sociétés servent à un rendement de combien? C'est à qui vous prêtez, les PME qui empruntent chez vous? Alors nous, sur les 10 dernières années, on a un taux qui a très très peu bougé. On a commencé à 12% en 2012. On est descendu ces dernières années à 10%. Et là, on remonte légèrement aux alentours de 11%. Donc on est quand même très au-dessus du taux sans risque. Oui, donc c'est quand même des taux assez élevés. Les PME, elles arrivent à suivre, il n'y a pas de Alors, casse. il y a quand même une grosse nuance à apporter. Quand on parle de dette, il y a plein de dettes différentes. Nous, en l'occurrence, on fait ce qu'on appelle des obligations convertibles. C'est quand même assez différent et les taux sont beaucoup plus élevés que sur de la dette traditionnelle. L'obligation convertible, sans rentrer trop dans les détails, c'est un contrat obligataire, mais avec la possibilité pour le prêteur de changer d'avis et de devenir actionnaire. Notamment si la société se développe bien. Notamment si la société se développe bien, qu'elle se vend et qu'il y a une plus-value à aller chercher. Donc, côté prêteur, on a un petit peu le beurre et l'argent du beurre. On est prêteur obligataire tant que c'est le plus rentable. Et puis, on peut basculer en tant qu'actionnaire s'il y a lieu. Mais il y a un vrai intérêt pour le dirigeant qui, lui, va chercher du financement et qui explique qu'il accepte un taux plus élevé. C'est que ce type de financement ne va pas rentrer dans son endettement. Donc, va lui permettre d'aller quand même chercher des crédits bancaires qui vont forcément être beaucoup moins chers et ne va pas non plus le diluer à la sortie ou alors seulement dans la proportion de la conversion. Et alors ça, c'est le cas où ça se passe le mieux du monde, avec une conversion éventuelle ou un remboursement. Si parfois ça arrive dans la vie des entreprises et avec la conjoncture qui est celle que l'on connaît, si l'entreprise ne peut pas rembourser, si elle fait faillite, par exemple, dans un cas extrême. Alors, dans ces cas-là, on parle de défaut. La société ne paye pas ce qu'elle doit, donc c'est mécaniquement une perte pour les investisseurs. En revanche, chez nous, on a mis en place un certain nombre de mécanismes pour limiter ça. Alors, il y a toute la sélection pour que, bien évidemment, il y ait le moins de cas de défaut au final. Mais au-delà de ça, on a mis en place un contrat de garantie avec la Banque européenne d'investissement, via le FEI, Fonds européen d'investissement. Et en fait, chaque ligne obligataire que nous faisons, elle va être adossée à une garantie individuellement. Et donc, s'il y avait un défaut, la plus grande partie du défaut serait pris en charge par l'Union européenne, par le FEI. En l'occurrence, 70% du défaut. Ça fait 10 ans maintenant que vous financez des sociétés par ce type d'outils. Vous avez un recul donc sur le rendement, sur la performance. Est-ce qu'on peut partager avec ceux qui nous regardent ? Alors, ce qui est très intéressant dans ce dispositif, c'est que finalement, vous êtes dans une logique de tunnel de performance. C'est-à-dire que vous avez un écart, somme toute, très faible entre le scénario noir et le scénario normal, voire un petit peu optimiste. Donc, de base, on vise un rendement de 6% avec un fonds normal, quelques bonnes nouvelles, quelques mauvaises nouvelles. Donc vraiment un scénario médian. On a de temps en temps des très bonnes nouvelles avec des conversions qui nous font complètement sortir du scénario et qui peuvent atteindre des performances très très jolies. Si on est dans un scénario vraiment noir avec des taux de défaut très importants, le fonds qu'on a eu qui a le plus gros taux de défaut, on était quasiment à 20% de taux de défaut, donc c'est stratosphérique. Le dispositif des garanties fait qu'on a vraiment un système d'airbag qui rattrape le fonds. Et sur ces produits-là, on a quand même au moins eu 3,5 à 4% de perf annuel. Comment est le marché ? On n'a donc pas perdu d'argent. Oui. Comment est le marché actuellement ? Est-ce qu'il y a une grosse demande justement pour ce type de financement ? Au niveau des entreprises, oui. Alors, on a vraiment eu une période euphorique pendant 2 ans post-Covid, puisque les entreprises avaient en général de l'argent et anticipaient les problèmes qu'on voit actuellement, donc avaient vraiment envie de se renforcer, de se restructurer, d'anticiper les problèmes à venir. Donc, il y a quand même beaucoup de demandes de croissance externe, parce qu'une entreprise a besoin de croître. Donc, quand il y a moins de croissance naturelle, il faut aller la chercher. Et ça nécessite d'aller chercher des financements. Donc, les belles entreprises continuent à être quand même en forte demande. Donc là, vous levez votre 10e enveloppe. Tout à fait. 60 millions sont prévus pour être collectés. On a jusqu'à quand pour souscrire ? Alors, nous, on fonctionne vraiment en enveloppe, comme vous venez de le dire. Donc, quand on atteint les sommes, on ferme. Mais il n'y a pas de calendrier. Voilà. Donc, l'histoire nous montre qu'en général, on le lève en 4 à 6 mois. Donc, ça voudrait dire qu'on devrait fermer au plus tôt au 31 décembre et au plus tard au 31 mars de l'année prochaine. Le ticket minimum que je peux Alors, investir, 1 000 €. c'est 1 000 €. 1 000 €. On est sur un produit
très peu fluctuant, donc très confortable. Et donc, on a décidé de le proposer vraiment au plus grand nombre. Et la liquidité, quand est-ce que je récupère mon argent Alors, c'est un avec produit intérêt, qui capitalise. avec le rendement Donc, ça veut dire que les rendements sont perçus par le fonds, on les voit progresser, mais on ne les touche pas. Donc, c'est pas chaque année, je touche pas de coupon Non, chaque année. pas sur ce produit-là. Là, à la sortie, au bout des 6 ans, on commencera les remboursements et en général, en 18 mois, tout est remboursé. L'intérêt, c'est que du coup, on a une fiscalité qui est optimisée. Donc, pour les personnes physiques, il n'y a que les prélèvements sociaux et même les personnes morales ont une fiscalité allégée. Peut-être qu'on peut finir avec un exemple d'une entreprise que vous auriez accompagnée comme ça. Alors, l'exemple de cession la plus récente et qui a fait parler beaucoup d'elle dans la presse, c'est Simago. Alors, c'est un cas un petit peu caricatural puisqu'on est sur une société qui a une croissance vraiment très forte. Et donc, Qui faisait quoi, Simago? Alors, Simago, c'est une société assez traditionnelle puisque c'est des cabinets de radiologie médicale, donc des scanners, ce genre de choses. Donc, c'est très conventionnel, sauf qu'ils ont décidé de fonctionner en croissance externe pour progressivement représenter un leader sur le marché français. Qui dit croissance externe, dit croissance très rapide. Et donc, c'est une société qu'on a vendue récemment. Et pour le coup, là, on a converti et les gens concernés ont eu des très, très jolies nouvelles. Et ben voilà, ça sert à ça aussi, votre épargne, accompagner des réussites d'entrepreneurs et d'entreprises françaises. Merci Ariane de nous avoir présenté, on rappelle le nom, Entrepreneur et Rendement 7. Hein. Tout à fait. C'est ça le nom de ce véhicule. Merci, vous viendrez nous raconter, j'espère, la suite de cette aventure de financement. Avec grand plaisir. Et on va finir avec un dossier consacré à l'hôtellerie et Jérémy Chor. Bonjour Jérémy. Bonjour Thomas. Est-ce le moment d'investir sur l'hôtellerie? C'est la question qu'on va se poser, et en particulier du point de vue de l'épargnant. Hein, c'est notre point de vue dans cette émission. Alors, c'est une bonne question, parce qu'on a tous constaté en effet que les touristes revenaient. Il y avait un vrai dynamisme retrouvé suite à cette période Covid qui n'est pas encore finie, mais qui avait quand même un petit peu permis de retrouver une vie un peu plus normale. Est-ce qu'on peut justement peut-être s'arrêter sur le secteur du tourisme, sur son bilan? Oui, alors le bilan est excellent puisqu'on a connu sur l'hôtellerie française un été historique. J'ai une diapo qui va montrer quelques indicateurs et on voit que tous ces indicateurs-là sont en progression, mais on peut s'arrêter sur un indicateur, le plus important, qui est le RevPAR. Le RevPAR, c'est le revenu par chambre disponible qui a augmenté de 22% cette année par rapport à l'été 2019. Donc c'est un indicateur qui est très favorable et c'est l'indicateur le plus important donc, pour l'immobilier. Pour expliquer très simplement ce qu'est le RevPAR, si j'ai un hôtel où j'ai 10 chambres que je vais louer à 200 € la nuit, si j'en loue 5, j'ai un RevPAR de 100 €. Donc voilà pour cet indicateur. Et il y a eu une petite baisse évidemment des réservations, ça c'était dû aux violents incendies qu'on a connus dans le sud-ouest, mais ça a été largement compensé par le quart sud-est et également par la hausse des réservations à Paris intramuros. Bon, donc les indicateurs sont revenus au beau fixe. Bien sûr, il y a des aléas conjoncturels qu'on ne peut pas forcément anticiper, mais vous considérez que ça reste un secteur qu'il ne faut pas délaisser, encore une fois d'un point de vue de l'épargne. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on considère que c'est le moment d'investir sur l'hôtellerie. On voit que tous les indicateurs sont en hausse. Quelles sont les raisons de cette hausse? La plus évidente, c'est la levée des restrictions sanitaires, ce qui a augmenté le nombre de réservations dans les hôtels. Mécaniquement, ça engendre une hausse des prix également qui sont pratiqués dans l'hôtellerie. Ensuite, on a aujourd'hui la faiblesse de l'euro par rapport au dollar, ce qui fait fortement revenir les touristes américains et du Moyen-Orient. Les Européens de sortir. Oui, exactement. Ensuite, on a les clients européens qui restent, eux, très fidèles à l'Europe, mais aussi pour des questions écologiques, puisqu'on voyage de moins en moins loin aujourd'hui. Il y a 56% des Européens qui souhaitent rester en Europe quand
anti-voyage. Donc c'est quand même un Mais chiffre pour des très raisons important. écologiques. C'est ça, moi je ne savais pas que c'était lié à. Ah bah à cette aujourd'hui, dimension. oui, effectivement, l'empreinte carbone, c'est un bien choix très déterminant. important dans le lieu et la destination aujourd'hui des vacances des Français C'est et des intéressant. Européens de manière générale. Et on a aussi, on le constate, un retour des grands salons, des séminaires. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là que l'hôtellerie fonctionne très bien aujourd'hui. Alors comment on en profite en tant qu'épargnant? Comment est-ce qu'on tire profit de cette épargne immobilière? Alors, petite précision déjà sur ce qu'on appelle chez Primalliance et bienprévoir.fr l'épargne immobilière. À l'inverse d'un client qui va acheter un appartement, on est sur des formes d'investissement d'immobilier collectif. Donc on peut acheter de l'immobilier qui est diversifié, où on est des centaines ou des milliers d'associés à investir dans un fonds, dans une SCPI, dans une SCI, dans un club deal par exemple, ou dans du crowdfunding immobilier. Voilà, ça c'est de l'épargne qu'on appelle l'épargne immobilière. On peut investir à partir de quelques milliers d'euros, donc c'est beaucoup plus accessible. Et donc, vous l'avez compris, sur un patrimoine qui est également diversifié. Alors comment on peut, et quelles sont les solutions aujourd'hui pour investir sur l'hôtellerie à travers cette épargne immobilière? Alors, il y a peut-être un set diapo où on a mis d'un côté les SCPI. Les SCPI donc qu'on peut acheter à partir de 250 euros. On a 2 SCPI principalement investis dans l'hôtellerie, Aestiam, Cap Hébergimo et la SCPI Atrimotel. Et donc, c'est des SCPI qu'on a surveillés parce que leurs revenus ont significativement baissé, évidemment, en 2020 avec l'arrivée du Covid. Mais pour autant, elles ont quand même délivré des performances, 1,50 pour l'une et 2,40 pour l'autre à peu près. Et aujourd'hui, on est sur des revenus qui sont tout à fait normaux, qui sont ceux d'avant crise. Il y a une SCPI qui projette de servir un rendement de 4,50 à peu près en 2022, l'autre à hauteur de 5% si on regarde les revenus qui ont été distribués sur les 2 premiers trimestres de cette année. Et alors, un paradoxe, le fait que ce marché soit de nouveau très dynamique, est-ce que finalement on ne rentre pas haut sur des prix plus élevés? Non, pas forcément, parce qu'il y a quand même eu des bonnes affaires à faire, puisque tout le monde n'a pas résisté. Vous le savez, quand il y a des crises, il y a aussi des opportunités pour ces sociétés de gestion qui sont des professionnels de cette activité-là depuis 10 ou 20 ans. Et la deuxième catégorie d'investissement qu'on peut réaliser... C'est les club deals, on va voir la deuxième colonne. Voilà. Hein, voilà. Soit les club deals ou ce qu'on appelle le private equity immobilier, donc ce sont des fonds d'investissement. Alors là, généralement, il faut investir un peu plus, effectivement, puisqu'on peut rentrer à partir de 100 000 euros. On est sur une durée d'investissement entre 5 à 6 ans. On a des performances aussi qui sont, ou en tout cas des objectifs de performance qui sont plus élevés que sur les SCPI, puisque les SCPI, on est entre 4 et 5%. Là, c'est plutôt des TRI cibles à hauteur de 7 et 10%. On est moins diversifié. Dans un club deal, on peut acheter un seul hôtel ou deux ou trois actifs immobiliers, donc moins de diversification, ce qui amène un risque un peu plus élevé également, puisque là, pour le risque, le SRI, le niveau de risque déterminé par l'AMF, on est plutôt entre 3 et 7, alors qu'on est entre 2 et 4 sur les SCPI. Mais il y a des vrais avantages fiscaux à investir sur ce type de placement quand on a les moyens de faire ce type d'investissement. C'est qu'on n'est pas sur la fiscalité des revenus fonciers, mais plutôt sur la flat tax, qui peut d'ailleurs être exonérée sur certains fonds et lorsqu'on dépasse la durée des 5 ans. Et le point important, c'est qu'on n'est pas assujetti à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière. Ouais, ça fait en effet quelques atouts également. On finit par des questions, comme souvent dans l'émission, qui nous sont parvenues avant celle-ci. Pierre demande quel placement, quel taux de rentabilité, les conditions. Une question un peu c'est très vaste. Oui. C'est très vaste. Donc là, moi, j'invite Pierre à contacter son conseiller, que ce soit bienprévoir.fr ou Primalliance, pour faire le point en fonction de ses objectifs, parce que, je le rappelle, mais on ne le dit jamais assez souvent, le placement idéal n'existe pas. Et donc, il faut que ce placement soit cohérent avec la situation patrimoniale de notre client, ses objectifs, son appétence au risque, etc. Donc, il faut mieux connaître Pierre. Ils sont très variés. On peut travailler sur de l'assurance vie, sur de l'épargne immobilière, sur des club deals. On a un panel de solutions d'investissement très large. Alain demande comment sauver mon assurance vie. Alors, j'imagine qu'il entend par là la baisse des fonds en euros. On peut supposer, oui, la baisse des rendements. Alors, on constate et on suppose, nous, chez Primalliance et bienprévoir.fr, qu'aujourd'hui, il faut peut-être se couper pour une partie de son placement en assurance vie, de cette garantie en capital. C'est vrai que c'est un avantage très important qu'offre le fonds en euros, mais qui pénalise à notre sens trop la performance. Et on peut aller sur des unités de compte à vocation immobilière. On rentre de nouveau dans le champ de l'épargne immobilière, par exemple,
pour aller chercher des performances entre 3 et 4%, avec un risque assez maîtrisé quand même, puisqu'encore une fois, on est sur un immobilier qui est très très diversifié. Le risque AMF, il est souvent de 2 ou 3, donc on reste sur un placement qui reste maîtrisé. Question de Guy, quels investissements puis-je envisager, entre parenthèses, rentables, si je m'abstiens d'acheter un appartement ? Toutes les solutions qu'on vient d'évoquer, SCPI par exemple, mais si on parle de rentabilité, alors je ne sais pas quel est le niveau de rentabilité qu'attend Guy, mais on peut aller sur du crowdfunding immobilier par exemple, où là on va investir sur du très court terme, généralement entre 12 et 36 mois, et on a des rendements entre 8 et 12% souvent, et on a une opération là par exemple, 12% de rendement pour un programme à Paris 7 sur une durée de 18 mois. Une question d'Anne-Marie, mais qui rejoint un peu celle d'Alain. Les fonds en euros n'ont plus aucun rendement. Quelle solution ? C'est un peu ce qu'on a évoqué. Oui, alors peut-être une autre, je ne vais pas apporter la même réponse, mais une autre piste, produits structurés par exemple. On a toujours l'impression que les produits structurés sont très risqués. Là, on a un produit qui a un SRI de 1. Pourquoi ? Parce qu'on a un rendement garanti, un coupon garanti à hauteur de 4,40% pendant 5 ans, quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario qui va se passer. Donc on est assuré d'avoir ce 4,40% de rendement. Ça s'appelle Objectif Rendement décembre 2022. Et le capital n'est pas garanti. C'est adossé à l'immobilier aussi ? Non, ça n'a rien à voir. Mais le capital donc n'est pas garanti, mais pour perdre en capital, il faudrait que l'Eurostock 50 baisse de 70%, alors que la pire baisse de l'Eurostock 50, c'était 45% en 2009 après la crise des subprimes. Et on tourne un peu autour du sujet. Olivier, quelle est la meilleure stratégie pour l'assurance vie ? Et bien encore une fois, à contacter son conseiller en fonction de ses objectifs, sa situation et ses perspectives. Est-ce qu'il souhaite avoir des revenus tout de suite? Est-ce qu'il veut privilégier la transmission de son patrimoine? C'est du sur-mesure à chaque fois. Et ben voilà, ça servira de conclusion. Merci beaucoup, Jérémy. Avec plaisir. On se retrouve bientôt. Merci à vous tous de votre fidélité et prochaine émission de Parlons Placement dans un mois.